Bonjour à tous, bienvenue dans cette première diffusion en direct de la Minute Spirituelle. Il y aura maintenant un direct tous les premiers mardis du mois. Je suis content de démarrer cette nouvelle expérience. La Minute Spirituelle existe depuis le 17 juillet de cette année. L'idée m'en est venue parce que j'ai constaté autour de moi une sorte à la fois de désespérance et de révolte face à une situation difficile que nous vivons depuis 2 ans passés maintenant, suite à la crise du Covid. Et étant donné que je suis thérapeute, j'ai eu des personnes qui m'ont appelé, qui m'ont fait part de leur désarroi et également de leurs difficultés financières. Donc l'idée m'est venue de préparer des programmes sur Internet afin d'accompagner les personnes qui en avaient le besoin à un coût plus abordable. Et le premier de ces programmes, donc, qui a démarré en juillet, c'est la Minute Spirituelle, qui est un programme gratuit. Et ceux qui me suivent donc ont déjà pu écouter une trentaine de vidéos journalières. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de faire un direct par mois pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Donc voilà comment va se dérouler ce direct, qui est par ailleurs enregistré, qui pourrait être vu en replay par ceux qui sont absents, qui n'auront pas pu être présents durant le direct. Je vais parler pendant environ un quart d'heure, 20 minutes, et ensuite, si vous le souhaitez, il y aura un temps d'échange. Vous pourrez demander la parole. Il y a une petite main sous votre profil qui permet de demander la parole, et je distribuerai la parole à ceux qui le souhaitent. Voilà. J'ai choisi comme thème de ce premier direct « Embellir le monde » ou comment nous pouvons dès aujourd'hui participer à apporter dans ce monde plus de beauté et plus de bonheur. En effet, je constate, après ces 2 années très difficiles, une augmentation des dépressions, une augmentation de la souffrance et de l'appauvrissement des populations. Et je me suis dit qu'il était de mon devoir d'apporter mon écho pour essayer d'accompagner et d'aider les personnes qui sont en souffrance et qui s'interrogent sur ce qui est en train de se passer. En fait, ce qui est en train de se passer, pour moi, c'est la fin de l'ancien monde. Nous avons vécu depuis très longtemps, depuis la naissance des églises, dans un système qui est pyramidal, où certains ont le savoir, le pouvoir, et où les autres doivent suivre et croire ce qu'on leur dit et accomplir ce que l'on attend d'eux d'un point de vue social. Il se trouve que les 2 années qui viennent de s'écouler ont mis en doute plus que jamais ce modèle, puisqu'on constate que de plus en plus de personnes n'ont plus confiance dans les directives qui leur sont données par les officiels, et s'est levé également beaucoup de colère face à un certain nombre de décisions. Cette situation a commencé à l'époque des Gilets jaunes, qui se révoltaient contre la position qui leur était faite de payer une taxe par rapport à la pollution. Cette révolte a été réprimée assez durement. Derrière est arrivée la crise du Covid avec les limitations de liberté que l'on connaît. Et il y a vraisemblablement toute une partie de la population qui doute profondément de la possibilité que ce modèle de société puisse continuer, puisse apporter le bonheur aux êtres humains. Et en effet, nous assistons donc à la fin d'un ancien monde, et un nouveau monde est en train de naître, un nouveau monde où les personnes ont envie de retrouver leur souveraineté, leur capacité de décider de leur propre vie et de préserver leur qualité de vie. Malheureusement, très souvent, cela s'accompagne d'une grande colère et d'une espèce d'inquiétude. Or, je pense que pour arriver à accoucher d'un nouveau monde, il est absolument indispensable de pouvoir retrouver une sérénité et une paix intérieure qui nous permettent de réfléchir posément et de nous engager posément dans des actions nouvelles.
On a constaté particulièrement avec le Covid que les gens avaient très très peur de ce qu'il se passait, qu'ils ne comprenaient pas, que les gens qui refusaient les directives du gouvernement étaient souvent dans une très grande colère, et l'on a vu des excès des deux côtés, à la fois du côté des positions officielles, qui ont été parfois très dures, et à la fois du côté des personnes qui souhaitaient d'autres directives et un autre traitement pour cette épidémie. Cette colère nous empêche en réalité de nous reconnecter à nous-mêmes, parce que pour nous reconnecter à nous-mêmes, il est nécessaire de garder son calme, de retrouver une paix intérieure. Les principaux obstacles sont donc, à mon sens, cette colère, cette peur qu'il nous faut combattre en essayant de trouver un chemin d'apaisement et de sérénité. C'est pour cela que je proposerai prochainement d'ailleurs un programme qui s'appelle la pause méditation, qui permettra à ceux qui le souhaitent d'entrer dans une pratique de méditation régulière. Et donc, il est important de pouvoir progressivement prendre du recul, réfléchir à la situation calmement et surtout reprendre confiance en soi et en les possibilités de retrouver un chemin de bonheur pour nos sociétés, pour l'humanité. En effet, je constate fréquemment une grande désespérance. J'étais ce week-end à Lille, à la braderie de Lille. C'est un événement où énormément de gens se pressent, des centaines de milliers de personnes, j'imagine, se pressent dans les rues. J'ai eu l'occasion très fréquemment d'interpeller les personnes sur leur façon de comprendre la situation, sur la vie qu'ils mènent, sur les perspectives qu'ils voient par rapport à la situation actuelle. Et j'ai pu constater une grande désespérance et un grand pessimisme. Il me semble qu'au contraire, nous avons toute raison d'être optimistes parce qu'un nombre de plus en plus grand de personnes cherchent à retrouver un chemin où ils puissent s'épanouir et se connecter à leur réel potentiel. Pour faire cela, il est important, donc je le disais tout à l'heure, de prendre du recul et de pratiquer des exercices, par exemple de méditation, qui permettent de retrouver petit à petit un calme intérieur qui va nous permettre d'examiner la situation avec plus de confiance, plus d'espérance et plus de calme. Par ailleurs, nous savons que nous avons été progressivement, par nos éducations, par la culture ambiante, habitués à des modes de comportement qui sont en effet ceux de l'ancien monde. Le monde industriel qui s'est développé nous a poussé progressivement à vivre énormément à travers la consommation, à travers l'idée qu'il faut réussir socialement. Notre président disait un jour, en inaugurant une gare qui était devenue un lieu pour accueillir les startups, il disait, dans une gare, on rencontre ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. En effet, notre monde actuellement est basé sur ce modèle. Il y a ceux qui réussissent, qui ont des positions sociales, qui ont du pouvoir, et ceux qui ne sont pas dans cette capacité à réussir socialement à ce niveau-là sont des personnes qui ne sont rien. Eh bien non. Chaque personne est une personne indispensable. Chaque personne a à l'intérieur d'elle-même des potentiels qui lui permettent de se développer et de développer sa vie intérieure et à travers cela, justement, d'apporter autour d'elle de la joie, de l'espérance et de participer en fait réellement à la naissance d'un nouveau monde. Un nouveau monde qui, contrairement à l'ancien monde, à mon sens, fonctionnera justement à travers d'autres modes de relations. Jusqu'à présent, nous avons pris l'habitude, et nous pensons qu'il est impossible qu'il en soit autrement, nous avons pris l'habitude qu'en toutes circonstances, il faut des chefs qui décident et qui disent et qui sont sages et qui savent et qui peuvent déterminer ce que nous devons faire. Et nous sommes habitués à obéir et à suivre ce mode de fonctionnement. Je pense que le monde de demain, le nouveau monde qui est en train de naître, est un monde où les gens vont retrouver leur autonomie, leur souveraineté, vont pouvoir commencer à comprendre
que leur éducation, leur culture, le milieu dans lequel ils vivent, les a formatés à un ensemble de réactions et de fonctionnements quasi automatiques et qui les éloigne en fait de ce que j'appelle leur essence et qui développe plus la personnalité, c'est-à-dire la partie extérieure de nous-mêmes. Or, cette personnalité n'apporte pas, au bout du compte, le bonheur et l'épanouissement à l'individu. Combien de personnes arrivées à 50 ans regardent leur itinéraire, se disent j'ai réussi, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait de ma vie? Je vis dans un stress permanent et je ne peux pas véritablement m'épanouir. En fait, ils ont suivi le chemin qui était tout tracé pour eux et on ne peut pas leur en vouloir d'avoir fait cela. C'est le modèle qu'on leur a proposé. Donc ils ont suivi ce chemin, ils ont essayé de réussir à leur tour et au passage, ils ont parfois totalement oublié de développer cet enfant intérieur qui demandait à grandir, qui avait des talents propres et qui, lui, peut apporter à l'humanité tout un ensemble de richesses, car chaque personne dispose de richesses qui sont uniques et qui doivent se développer s'il reste connecté à son être profond. Et je pense que justement, le monde à venir sera fait d'êtres humains qui resteront connectés à leur réalité sans rien renier et prendront le risque d'oser être totalement eux-mêmes, de développer leur être, leur talent, et en faisant cela, ils seront beaucoup plus épanouis, beaucoup plus ouverts à au partage, à la discussion. Ils sortiront d'un mode de relation basé sur la compétition, sur la comparaison, savoir qui a la plus belle maison, la plus belle voiture, le meilleur salaire, le plus beau poste, les plus beaux habits, pour rechercher plutôt ce que l'on peut mettre en commun, ce que l'on peut partager, quels sont les talents qui nous permettent de grandir ensemble et progressivement de prendre des décisions pour nous-mêmes, pour le lieu où nous habitons, et progressivement de créer un tissu social basé sur d'autres modes de comportement. Il s'agit en effet de retrouver notre souveraineté, notre autonomie. Les êtres humains ne sont pas faits pour obéir. Les êtres humains ne sont pas faits pour copier des modèles. Les êtres humains ont des talents, ils ont accès à des possibilités de vie beaucoup plus larges que ce à quoi ils ont été réduits depuis très longtemps. Et en prenant le risque de tenter d'ouvrir ces chemins nouveaux, c'est ainsi qu'ils peuvent réellement se développer et trouver leur épanouissement. Et à travers une société d'individus épanouis, d'individus réalisés, d'individus qui sont en harmonie avec leurs ressentis profonds, qui ne vivent pas seulement durant les vacances, mais qui toute l'année peuvent être réellement eux-mêmes et décider collectivement du mode de vie qu'ils veulent avoir dans leur immeuble, dans leur quartier, dans leur ville, nous pourrons accoucher progressivement d'une société où la paix sera possible, où l'harmonie sera possible, car chacun sera à sa juste place au bon moment. Voilà ce qui se présente à nous, je pense, dans les décennies à venir, car les systèmes actuels, on se rend bien compte qu'ils n'aboutissent qu'à des échecs. Partout, les injustices augmentent, partout, les violences augmentent, partout, la désespérance augmente, et les gens n'ont plus confiance dans les modèles qu'on leur propose. Alors, je voudrais, moi, lancer ce grand appel d'espérance, que les êtres humains se remettent à croire réellement profondément en leur potentiel, en leurs possibilités, et osent prendre le risque d'être réellement eux-mêmes, et ainsi d'embellir le monde et de pouvoir le redévelopper dans une autre direction qui permette à nos enfants et nos petits-enfants, parce que ça ne se fera pas en 20 ans, il faudra plusieurs générations, de vivre dans un monde où, au lieu d'être dans des grands ensembles, des grands systèmes comme
l'empire maastrichtien, comme disent certains, les décisions se prendront au plus près du réel, au plus près de la vie des personnes, à travers des processus de dialogue. Les êtres humains auront appris à dialoguer paisiblement et auront confiance en leur possibilité de construire leur vie collective librement. Et ainsi, nous pourrons changer totalement de paradigme et aboutir à une société qui soit un monde de beauté, de paix, de sérénité, où les gens seront épanouis. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, et c'est une des raisons qui motive toutes mes actions, c'est que je pense profondément que c'est la seule voie qui nous permettra enfin de sortir des problématiques qui sont celles de l'être humain aujourd'hui. Voilà, mes amis, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, elles sont les bienvenues et je les écoute. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'un dialogue peut s'engager? Non, apparemment, personne ne souhaite s'exprimer. Ah, quelqu'un demande la parole. Gwenaël demande la parole. Autorisé à parler. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci bonsoir, déjà Gwenaël. pour cette présentation. Et alors, petite question, ça serait quoi le premier pas alors concret pour démarrer ce que vous proposez? Le premier pas concret, c'est d'oser. D'oser ne plus faire forcément comme les autres et de ne pas craindre parfois d'être regardé comme quelqu'un de différent. Parce qu'en effet, un des premiers freins au changement, c'est la considération sociale. Beaucoup de personnes ont envie d'oser quelque chose, mais à l'idée d'être regardé, d'être jugé, d'être considéré comme une personne hors norme, eh bien, ils renoncent par peur. Et c'est quelque chose qui prive nos sociétés d'énormément d'innovation, d'énormément de création, d'énormément d'invention. Donc je pense que le premier pas, c'est celui-là. Sortir de la peur, penser qu'on peut commencer à fonctionner différemment, qu'on peut oser être soi, qu'on peut être à l'écoute de ses vrais ressentis, de ses vrais désirs, commencer à ouvrir la boîte des secrets où sont cachés nos talents, sans faire attention, j'allais dire, au quand dira-t-on. Et ça, je pense que c'est la première étape qui permet ensuite les autres. Donc sortir de la considération, sortir de la peur, retrouver la confiance en soi, ne pas se soucier du jugement extérieur et faire le premier pas. Il y a une belle image, on connaît tous cette image des Hébreux qui arrivent devant la mer Rouge. Ils sont poursuivis par les Égyptiens dont ils viennent de s'échapper. Les Égyptiens, chez qui ils étaient les esclaves, ils construisaient les pyramides et ils ont réussi à s'échapper. Ils arrivent devant la mer qui est fermée et ils demandent à Moïse, mais ouvre la mer. Et Moïse, alors on sait qu'ensuite la mer va s'ouvrir, c'est une légende certainement, mais c'est un beau symbole. Moïse leur dit, commencez par marcher dans la mer. Et je pense qu'en effet, quand l'être humain prend le risque de se jeter à l'eau, parce que là il s'agit vraiment de ça, alors il y a quelque chose qui se passe parce que l'univers, si l'on peut dire, l'univers est vivant. La vie est infinie et à partir du moment où l'être humain reprend le chemin de la vie, reprend le chemin de la recréation de lui-même, alors une force commence à grandir en lui, il commence à retrouver confiance et peu à peu il se renforce, il ose un peu plus et puis ensuite il attire d'autres personnes qui elles aussi ont osé et se nouent de nouveaux types de rapports où en effet on échange sur cette croissance spirituelle, sur ce développement personnel au sens noble du terme, et on se renforce les uns les autres. Et c'est à travers des groupes d'humains de cet ordre-là qui pourront sans doute avoir des pratiques différentes, des symboles différents,
des langues différentes, des représentations différentes, mais qui auront tous en commun cette volonté de relancer la vie à l'intérieur d'eux et de relancer la vie à l'intérieur des sociétés. C'est des groupes humains libres qui partageront ces expériences, qui se renforceront et qui réinventeront l'avenir. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a une Sarah. Est-ce que Sarah a une question à poser? Ah, Sarah a une question à poser. Oui, je vous écoute. Bonjour, bonsoir. Ah, j'ai dû faire une mauvaise manipulation. Non, c'est pas bon. Voilà, autorisé à parler. Voilà, Sarah peut parler. Voilà, Sarah peut maintenant parler. Je vous écoute. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça marche maintenant? Voilà, C'est peut-être ça moi marche qui ai... maintenant. Ah, Ça super, marche ok. très bien. Donc, je ne sais pas ce qui a été entendu ou non, donc je vais refaire le truc depuis le début. Oui. Déjà, merci pour ce message très inspirant, ça fait du bien. Et moi, ma question, elle est beaucoup plus pratique par rapport au programme que vous proposez. Concrètement, comment ça va se dérouler? Qu'est-ce que vous proposez pour embellir ce monde, justement? Eh bien, justement, pour embellir ce monde, je propose que chacun considère qu'il est, j'allais dire, père et mère du monde à venir. C'est-à-dire qu'on cesse d'attendre que ça vienne de l'extérieur. J'entends toujours dire, par exemple, chez mes frères juifs, voire même chez certains catholiques, chez certains chrétiens évangélistes, on attend le Messie. On attend le Messie. C'est-à-dire on attend une personne miraculeuse qui va descendre sur la terre et puis faire le travail et tout changer. Et la majorité des religions, d'ailleurs, attendent le Messie. C'est-à-dire que même si elles n'attendent pas une personne, elles attendent en tout cas que Dieu fasse le boulot. Alors on prie, on respecte des rites, on respecte des préceptes. Bien sûr, on essaie d'être de bonnes personnes, mais l'aspect transformation du monde est absent parce qu'on pense que la transformation du monde viendra comme par magie d'une force surnaturelle. Et puis vous avez aussi ceux qui attendent la transformation du monde qui viennent des puissants. Alors on élit quelqu'un en s'imaginant que c'est lui qui va changer la société. Et en général, c'est pas ce qui se passe, puisqu'en général, on est déçu et même voire en colère. Et d'ailleurs, la colère s'accumule, ce qui n'est pas un outil très utile pour faire avancer la situation. Donc, le programme, c'est que chacun se pose la question là où il est, de ce qu'il peut faire pour se connecter à son être profond, devenir vraiment lui-même, c'est-à-dire sans copier les modèles que l'on lui a donnés, ce qui n'empêche pas évidemment de se faire une situation pour arriver à vivre, parce qu'il faut bien vivre dans la société, on ne peut pas en sortir complètement, il n'y a plus de territoire vierge, on ne peut pas prendre une caravelle comme en 1492 l'a fait Christophe Colomb pour aller découvrir le nouveau monde, il faut le faire ici. Mais chacun, là où il est, peut à travers ses actions et surtout à travers son mode de relation, la façon dont il se comporte avec les autres, déjà apporter énormément de réconfort en changeant son attitude. En général, quand on rencontre les gens, on est chacun avec des préjugés parce qu'on a été éduqué d'une certaine manière, on croit en certaines choses. Et puis voilà, alors lui commence à me parler, visiblement il ne croit pas en les mêmes choses que moi, donc je vais le rejeter. Il va falloir changer ça. Il va falloir commencer à dire, cherchons plutôt chez l'autre ce qui me rapproche de lui plutôt que ce qui m'en éloigne. À partir de ce moment-là, les êtres humains vont pouvoir commencer à développer une sorte d'intelligence collective et ils vont trouver eux-mêmes un certain nombre de solutions. Dans l'histoire, il y a eu beaucoup de moments où les êtres humains se sont mis en groupe autonome
pour essayer de changer la société, de la rendre plus solidaire, de la rendre plus juste, plus généreuse. On a l'exemple en 1936, pendant la guerre civile espagnole, en Aragonie avec les libertaires. On a l'exemple dans les années 1918-1920 avec Makhno en Ukraine, qui avait aussi créé des systèmes où les gens décidaient collectivement dans des conseils comment on allait régler les besoins des individus. Et pour arriver à faire cela, évidemment, il faut développer une qualité d'être qu'on n'a pas l'habitude aujourd'hui de développer, puisqu'on se contente d'aller mettre un bulletin dans l'urne, et puis tout se décide ensuite par devers nous. Il est évident qu'à partir du moment où on va mettre en route un modèle de société qui a déjà été tenté à plusieurs reprises, j'ai cité des exemples, mais je pourrais en citer d'autres, au Rojava avec les Kurdes pendant la guerre en Syrie, il y a eu aussi des tentatives extraordinaires. À partir du moment où on va dire c'est ici au plus près de l'individu que l'on va commencer à faire les changements, il va falloir apprendre à parler ensemble, à dialoguer ensemble, à s'écouter, à ne pas se rejeter systématiquement au premier désaccord, et à considérer qu'au contraire, un désaccord peut éventuellement être fécond à partir du moment où il est traité avec amour. Et c'est pas parce que l'autre n'est pas d'accord avec moi qu'il n'est pas intéressant. Au contraire, très souvent, l'être humain progresse quand il rencontre des gens avec qui il n'est pas d'accord. Et c'est là qu'il approfondit sa pensée, qu'éventuellement il la fait évoluer. De la même manière, il va progresser quand il va rencontrer des gens avec qui les relations sont difficiles, parce que ça va l'obliger, s'il est de bonne volonté, évidemment, s'il cherche le conflit, ça ne sera pas le cas, mais s'il est de bonne volonté et s'il veut trouver des solutions, ça va l'obliger à travailler sur lui-même, à se remettre en cause, à réfléchir quelles sont les solutions pour arriver à trouver des accords, faire des compromis. Donc c'est à la fois une reprise en main de sa propre souveraineté, considérer qu'on a le droit d'être soi avec ses talents, avec ses vrais désirs, avec ses vrais ressentis, qu'on n'a plus à copier des modèles qui nous seraient imposés de l'extérieur, et c'est en même temps considérer qu'on n'est pas le centre du monde, que l'autre a le droit d'être différent, et que c'est dans nos différences qu'on va se féconder l'un l'autre et pouvoir petit à petit prendre des décisions collectives. Et on peut imaginer un monde où, en effet, les personnes ayant évolué dans cette direction, dans cette capacité à aimer l'autre, à l'accueillir, à être soucieux de son bonheur, à être soucieux de son développement autant qu'on est soucieux du sien, on peut imaginer que des décisions se prennent dans un quartier et que dans le quartier, les gens décident ensemble de faire un certain nombre de choses, de se lier. C'est l'idée des communs dont on a des traces dans l'histoire et dans les études universitaires. C'est une idée qui revient. On parle aujourd'hui des tiers-lieux également. Donc je crois vraiment que en changeant de mentalité, en changeant de mode de relation avec les autres, ce qui est possible si on commence à aller bien avec soi-même, eh bien on peut arriver à fonder une société qui soit une société d'autogestion où des petits groupes humains puissent être en autogestion et on pourrait dire en confédération avec d'autres groupes. Et puis ce qui n'est pas possible de décider à un certain échelon, eh bien on envoie un délégué qui porte la parole, qui a été adopté collectivement à l'échelon par exemple du quartier, et puis on envoie un délégué dans le conseil où d'autres délégués des autres quartiers se réunissent. Ce délégué n'est pas élu pour 5 ans ou pour 7 ans, mais il est révocable. Si à un moment donné il ne fait pas son travail et que le conseil de quartier qui constate qu'il a trahi ce qu'on lui a demandé de faire, eh bien il est révoqué, on en envoie un autre. Et le conseil des quartiers lui-même envoie un délégué à l'échelon supérieur s'il y a des choses à traiter à l'échelon supérieur. Si l'homme devient vertueux, si l'homme est soucieux du bien collectif, si l'homme a conscience que chaque chose qu'il fait a une résonance sur la collectivité, que chaque parole qu'il prononce a une énergie bénéfique ou négative, que chaque action qu'il fait, une action bénéfique ou négative, eh bien, il va commencer à se comporter différemment et on va pouvoir
petit à petit, transformer ces sociétés complètement bloquées, qui vont droit dans le mur, qui ne créent que de l'injustice, de la violence et du malheur, en des sociétés autogérées, où les gens se connaissent et où le bonheur sera possible parce que chacun sera soucieux du bonheur de l'autre. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci à tous ceux qui ont été là et à ceux qui écouteront cette mini-conférence, ce direct en replay. Donc, il sera disponible en replay dès demain. Vous pourrez le réécouter, le transférer, le faire entendre. Et puis, vous pouvez aussi, dans la minute spirituelle, commenter les vidéos courtes que je fais chaque jour, poser des questions auxquelles je me ferai un plaisir de répondre et proposer des sujets, car je souhaite aussi répondre à vos demandes de ce côté-là. Vous pouvez donc proposer des sujets et je m'efforcerai de les traiter. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cette diffusion en direct et rendez-vous tous les jours sur la Minute Spirituelle, disponible en canal Telegram et disponible sur son site dédié laminutespirituelle.fr. Et rendez-vous pour un prochain direct mardi, le premier mardi du mois d'octobre. Voilà, à bientôt. Merci.